Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par une bonne nouvelle où le prix de l'essence a baissé de 200 arrières et celui du litre de gasoil à 240 arrières à partir d'aujourd'hui. Cette réduction est le fruit des négociations réussies entre le président de la République, le gouvernement, les pétroliers et les partenaires concernés. Cette baisse reflète également l'adoption par Madagascar du système d'ajustement automatique des prix, ce qui signifie que les prix évolueront désormais en fonction des circonstances et des mesures en vigueur. Un reportage de Sai Sylvain, Antoniana Martina et Nzar Ranjiansu. 5 700 arrières le litre d'essence, 4 760 arrières le litre de gasoil. Tels sont les nouveaux prix des carburants affichés chez les distributeurs à partir de ce matin. Le prix des carburants a baissé sur tout le territoire, avec une réduction de 200 arrières pour l'essence et de 140 arrières pour le gasoil. Cette baisse est le résultat des réunions et des négociations menées par l'État avec les opérateurs pétroliers et les bailleurs de fonds, selon le rapport. La stratégie mise en place par le président de la République et le gouvernement vise à alléger le fardeau de la population. Cette baisse des prix des carburants marque également notre transition progressive vers le système d'ajustement automatique des prix, a déclaré le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Avec ce mode de gestion, l'État se désengage de la fixation des prix. Désormais, les prix des carburants varieront en fonction des fluctuations sur le marché international, tout en maintenant une stratégie pour limiter les écarts de prix, a-t-il rajouté. L'objectif à long terme est d'éliminer progressivement les subventions ciblées aux opérateurs pétroliers d'ici la fin de l'année, afin de dégager des ressources financières pour investir dans diverses infrastructures. Selon le ministre, les ajustements de prix de carburant se feront principalement entre le début et la fin des 5 premiers mois de l'année. Ces prix seront calculés sur la base de structure des prix qui inclut les cours internationaux, les frais de transport ainsi que les diverses taxes et redevances. Qui dit carburant dit voiture et qui dit voiture dit route. En effet, les travaux de réhabilitation de la rue au niveau du rond-point de la City Al-Arbi ont débuté hier soir. Selon le ministre des Travaux publics, il s'agit d'une rénovation majeure incluant la réorganisation des systèmes de drainage. Arlala Ramanantsu, maire de la ville d'Antananarive, était également sur place. Elle a assuré qu'elle travaillera en étroite collaboration avec les différentes autorités pour le bien-être de la population d'Antananarive. Un reportage de Sai Sylvain, Radramananzatouf et Sech Anjanab. Depuis longtemps, cette portion de route suscite des plaintes des usagers et des riverains en raison des réparations répétées, mais qui ne durent pas. Une étude approfondie a révélé la nécessité de réhabiliter les canalisations et les bus déjà en place. Hier soir, lors d'une visite sur place, le ministre des Travaux publics Richard Théodore Rafidsan, accompagné de la maire Arlala Ramanantsu et du député du 5e arrondissement Nevra Oldin, a confirmé l'importance de ces travaux. Bien que la saison des pluies complique la tâche, les travaux ont débuté. Selon le ministre, l'objectif n'est pas seulement de finir rapidement, mais surtout de garantir la durabilité et la qualité des infrastructures. La maire a précisé que la commune urbaine d'Antananarive ne peut pas réaliser seule des projets d'une telle envergure et doit collaborer étroitement avec le ministère des Travaux publics. Plusieurs tronçons ont déjà été réhabilités, notamment du côté du Senam, Namuntan, Anousbe, Panjan et Bel-Air. Les travaux ont également commencé à Mbatrouk, Bandi et Mbouipou, en plus de ceux du rond-point La City. Et puis, des sanctions seront appliquées à ceux qui seront pris en flagrant délit d'avoir jeté des déchets dans les canaux, selon les responsables de la commune urbaine d'Antananarive. Cette déclaration a été faite lors de l'opération de nettoyage menée à Bessaret dans la nuit du jeudi dernier. En guise de rémunération, des nourritures ont été distribuées aux habitants mobilisés pour cette initiative. Les détails sur les images de Yves Chanel. Les travaux de nettoyage des canaux
organisés par la commune urbaine d'Antananarive, la PIPA et le BNGRC, se poursuivent pour prévenir les risques d'inondation en cette saison de pluie. Jeudi dernier, dans la soirée, des nourritures, notamment du riz, de l'huile et des légumineuses, ont été distribuées aux habitants qui ont participé aux travaux à Pessaret en guise de compensation. Les responsables ont rappelé aux habitants qu'il est strictement interdit de jeter des déchets sur la voie publique, en particulier dans les canaux d'évacuation. Des sanctions sévères seront appliquées à ceux qui seront pris en flagrant délit. Les travaux de nettoyage des canaux ont débuté à Namuntan il y a une semaine. L'objectif est de nettoyer environ 10 km de canaux. En politique, l'ordonnance 42 relative aux élections communales n'a pas compromis la transparence des votes selon le tribunal administratif. Cette déclaration faite hier lors de la clôture de l'audience. La participation active des citoyens lors du scrutin du 11 décembre 2024 en est une preuve tangible, a précisé le tribunal. Cependant, les élections dans les 11 bureaux de vote de la capitale ont été annulées en raison d'irrégularités constatées. C'est Nranirland. Les élections dans 11 bureaux de vote à Antananarive ont été annulées par le tribunal administratif, selon le verdict rendu hier. Ces annulations sont dues à des irrégularités ayant porté atteinte à la transparence des votes, selon les explications. Le tribunal a également précisé que le nombre d'ordonnances délivrées n'a pas compromis la transparence des votes. Cette transparence a été démontrée par le fort taux de participation des citoyens lors du scrutin, a souligné le tribunal administratif. Et après l'annonce officielle des résultats des élections municipales, la population d'Anduran Futi a accueilli hier le maire Rakutora Manana Entsu, dit Tot, élu à nouveau pour les 5 prochaines années. Un reportage de Ubi Rassamanan et de Anzara Zanaravel. La majorité des habitants de la commune d'Anduran Futi a de nouveau exprimé leur confiance en Rakutora Manana Entsu, dit Tot, pour diriger à nouveau pour les 5 prochaines années la commune d'Anduran Futi, selon le résultat officiel publié hier par le tribunal administratif. La population qui a contribué fortement à cette victoire l'a accueilli et l'a félicité hier après la proclamation des résultats. Parallèlement, le nouveau élu a annoncé que le développement de la ville allait se poursuivre et qu'il continuera à travailler avec le gouvernement dirigé par le président Andrazwelen. L'une des choses qui ont permis de développer la ville a été le fait d'accorder une importance particulière au secteur sportif dans la municipalité d'Anduran Futi, un des secteurs qui a fait la renommée de cette ville. Donc, cela se poursuivra pour les 5 prochaines années selon les informations. Nzakanaval Naranjanarvel, connu sous le nom de Zouk-Nzak, a été élu maire de la commune de Saboutinaméan. Lors de son interview hier au tribunal administratif d'Anous, il a affirmé qu'il entamera immédiatement ses fonctions avec comme priorité le soutien à la production agricole pour les nombreux agriculteurs de la commune. Il a également promis de poursuivre la réalisation des infrastructures et des projets sociaux annoncés pendant sa campagne électorale. Saï Sylvain, Sech Anjanab. La commune de Saboutinaméan, située dans le district d'Antananarive à Varajan, se prépare à des changements et à un développement important sous la direction de son nouveau maire. Zouk-Nzak, reconnu pour sa proximité avec la population, a assuré que toutes les promesses faites pendant la campagne seront tenues. Selon ses explications, les actions prioritaires incluront un soutien direct aux agriculteurs, qui constituent une grande partie de la population locale. Ces efforts visent à renforcer la production et à améliorer les conditions de vie des habitants. Saboutinaméan doit avancer et cela ne sera possible que si la population reste unie et solidaire, a déclaré le maire. Zouk-Nzak a été élu avec 34,90% des voix, un taux qui reflète la confiance des habitants envers sa vision et son leadership. La nouvelle équipe municipale s'engage désormais à travailler main dans la main avec les citoyens pour atteindre les objectifs fixés.
Toujours dans ce contexte, les habitants de Souaven ont renouvelé leur confiance envers Rigobert Akoutoirsou selon les résultats officiels. Le maire a promis d'intensifier les efforts de développement durant ce nouveau mandat avec comme projet phare la construction d'un lycée dans la commune. Saï Sylvain, Andenena Martina, Sich Anjanab. Rigobert Akoutoirsou entame son 4e mandat à la tête de la commune de Souaven. Sur les 6000 électeurs, la majorité a choisi de lui accorder à nouveau leur confiance. De plus, les 7 sièges des conseillers municipaux ont été remportés par son équipe, affiliée à la plateforme Irmar. Durant les 5 prochaines années, le maire s'engage à intensifier les projets de développement pour améliorer les conditions de vie des habitants. La collaboration avec les partenaires sera renforcée et les infrastructures essentielles, notamment la construction d'un lycée à Souaven, seront priorisées, a-t-il souligné. En 17 ans, la commune de Souaven, située dans le district d'Atananarivo-Tsimdjan, a connu un développement significatif. Le maire Rigobert Akoutoirsou a réitéré son engagement à poursuivre cette dynamique pour le bien-être des habitants. Pour terminer les actualités locales, 8 équipes parmi les 16 lycées ayant participé au débat interlycée organisé par le journal des étudiants se qualifieront pour les quarts de finale qui auront lieu le 8 février prochain. Les élèves participants se disent satisfaits car ce concours les aide à surmonter leur peur de parler en public. Détails sur les images de Yves Janel. On n'a pas toujours une voix mauvaise, mais tout le monde a la façon dont nous l'utilisons. L'homme est l'être le plus intelligent de cette planète. Et qui d'autre que l'homme peut aider la nature à évoluer avec la science? Car qui dit science dit expérience. Et qui dit expérience dit manipulation. Une manipulation indispensable, mesdames et messieurs. Car cette bonne manipulation a permis à l'homme d'évoluer. Ils pensent que oui, nous avons le droit de manipuler la nature, mais non, on n'a pas le droit de manipuler la nature. Croyez-vous que vos enfants, ou bien vos futurs enfants, vos petits-enfants, auraient besoin de plus de voitures, que plus de nourriture? Pensez-vous que d'ici un milliard d'années, ou bien plus, on serait encore là? Parce que la nature, il n'y a plus d'arbres dehors, il n'y a plus d'animaux, toutes les espèces sont endémiques de nos jours, presque tous, même les humains sont en voie d'extinction. Voilà à quoi a ressemblé le concours Voulamine, un débat auquel ont participé des élèves de 16 lycées publics et privés d'Antananarivo. Aujourd'hui se sont déroulés les 8e de finale. Le thème abordé a porté sur la nature et l'homme. Les élèves ont bénéficié d'un mois de préparation après avoir suivi 5 sessions de formation. La préparation était très dure. Un mois de préparation, c'est pire qu'une semaine. Enfin, on a réussi. On a travaillé ensemble. Oui, on avait très peur. Mais avec les coachs, on a pu gérer tout ça. Ce type de débat est essentiel, disent les participants, car il permet de s'épanouir, d'avoir confiance en soi et d'oser s'exprimer devant un public. Les 8 lycées ayant obtenu les meilleures notes accèdent au quart de finale qui se tiendront le 8 février prochain. 3 critères ont été pris en compte pour les évaluer, notamment le pathos qui vise à toucher l'émotion du public, la logos qui repose sur la logique et les arguments rationnels, et l'éthos qui concerne la crédibilité et l'autorité de l'orateur. À noter qu'une récompense de 3 millions d'ariars attend l'équipe gagnante, une somme destinée à soutenir leurs études. Selon les organisateurs, l'objectif a été atteint. Ces jeunes ont été formés et encouragés à s'exprimer en public. À l'international, après 15 mois de guerre, le jour J marquant l'entrée en vigueur du plan de trêve entre Israël et le Hamas est fixé à dimanche. Il comprend 3 phases successives dont voici le détail avec France 24. Après 15 mois de guerre, le jour J marquant l'entrée en vigueur du plan de trêve entre Israël et le Hamas est fixé à dimanche. Il comprend 3 phases successives. La première, de 6 semaines, doit s'accompagner d'un cessez-le-feu total.
Le Hamas devra libérer 33 otages israéliens par groupes successifs, avec de premières libérations dès dimanche. En échange, plusieurs centaines de prisonniers palestiniens seront relâchés, dont 95 en majorité des femmes et des enfants, libérables dès dimanche. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne devra retirer ses troupes des zones les plus densément peuplées. Idem dans le corridor de Philadelphie, pour permettre la réouverture du point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. Les déplacés palestiniens seront autorisés à revenir dans le nord de l'enclave, les blessés à se rendre à l'étranger pour recevoir des soins. L'aide humanitaire devrait être quasiment décuplée, acheminée par 600 camions par jour, contre 70 en décembre selon l'ONU. Si les objectifs de la première phase sont respectés, à l'issue des 42 jours, la deuxième entrera en vigueur. L'armée israélienne devra alors parachever son retrait de Gaza. Jusqu'ici temporaire, le cessez-le-feu deviendra alors permanent. Des Palestiniens condamnés à perpétuité devront être relâchés. De son côté, le Hamas devra libérer tous les otages israéliens vivants. L'armée estime leur nombre à 27. Une troisième phase doit enfin entrer en vigueur le 12 avril. Elle doit être consacrée au retour des dépouilles des otages tués et à un grand plan de reconstruction de Gaza de 3 à 5 ans. En cas de non-respect ou de rupture de l'accord, les garants américains, qatariens et égyptiens devront intervenir rapidement. Les nouvelles autorités syriennes cherchent à consolider leur contrôle de Damas après avoir mis à pied les soldats de l'armée défaite du régime Bachar el-Assad. Ils réquisitionnent certains de leurs appartements de fonction pour loger les combattants qui assurent la sécurité de la capitale. France 24. Cet immeuble abritait les gradés de la garde républicaine de Bachar el-Assad. Ce sont les premiers qui ont fui lorsque le régime est tombé. Ce sont eux qui ont détruit la Syrie. Rien n'a bougé. Ce logement de fonction a clairement été abandonné à la hâte. Ses occupants n'ont emmené que les objets de valeur. Abou Yassine est le coordinateur du secteur pour Hayat Tahrir al-Sham. Il est chargé de sécuriser la zone, de surveiller ses logements pour éviter squats et pillages. C'est l'appartement d'un général, un très grand général. Il est recherché par l'unité des opérations spéciales. Il est en fuite. On a confisqué l'appartement en attendant de décider ce qu'on en fera. Aucune personne qui a du sang sur les mains ne fera partie de la nouvelle Syrie. Abou Yassine a été appelé au pied d'un autre immeuble pour régler un incident. Le quartier compte 250 logements construits au début des années 80 pour loger les soldats de la garde républicaine. Cheikh Abou Yassine, y a-t-il un ordre d'expulser les gens de leur appartement? Non, il n'y a pas d'ordre. Pourtant, au pied des immeubles, les résidents déménagent sous le regard d'hommes armés. Ce sont pour la plupart d'anciens militaires du rang qui n'ont pas d'autre résidence et espéraient pouvoir conserver leurs appartements de fonction. Aujourd'hui, ils partent. Et Abou Yassine est pris à partie par des résidents effrayés, en colère. Si je ne dis pas à quelqu'un de partir, il n'a pas à partir. Ça ne concerne que les personnes qui ont du sang sur les mains. Tu nous as dit que personne ne sera expulsé. Mais dès que tu pars, dans les 2 heures, on a 7 à 8 hommes armés qui viennent nous menacer. Non, personne ne menace personne. Abou Yassine affirme que les combattants qui terrorisent les résidents n'appartiennent pas à HTC. Toutes les factions ont convergé vers Damas. Et il y a quelques abus de la part d'autres groupes armés. On essaie de régler définitivement ces problèmes. Ammar accepte de nous montrer son appartement où il vit depuis 2012 avec sa femme enseignante et ses 3 filles. Ils n'ont pas d'autre logement, ne touchent plus de salaire et craignent de se retrouver à la rue s'ils sont forcés au départ. Nous n'avons pas reçu d'avis d'expulsion, mais tout le monde a peur et les gens ont commencé à partir. Certaines personnes nous disent, si vous partez maintenant, vous partez avec vos affaires. Après, ce sera trop tard. J'ai peur. Je n'ai pas les moyens de louer ou de partir. Je n'ai pas de maison sur la côte ou ailleurs.
Moi, je peux vivre avec eux, sans problème. Je comprends ce qui s'est passé. Mais s'ils me demandent de partir, je ne pourrai pas. Ceux qui ont été autorisés à rester dans ces immeubles vont devoir vivre avec leurs ennemis d'hier. Il y a de la peur et de la tension. C'est un défi, le même défi auquel doit faire face l'ensemble de la Syrie aujourd'hui. Et pour terminer, la mine illégalement exploitée en Afrique du Sud est désormais fermée. Mais le sort des mineurs clandestins est loin d'être réglé. Ils réclament une régularisation de leur situation. Les autorités semblent en tout cas déterminées à mettre fin aux activités de ces mines illégales. France 24. Ultime vérification avant de sonner le glas des opérations de sauvetage. Équipée de micros et de caméras, la dernière nacelle est descendue dans le puits numéro 11 de la mine de Stilfontein avant de remonter sans personne à bord. Nous sommes descendus, nous avons arrêté la cage et nous avons scanné avec les caméras. Nous n'avons vu aucune personne rester derrière et nous n'avons entendu aucune voix. Plus de 240 mineurs clandestins remontés en 3 jours, ainsi que près de 80 cadavres. Un lourd bilan pour la vaste opération coup de poing orchestrée par la police sud-africaine. En tout, près de 2000 Zamazama, surnom donné aux orpailleurs clandestins, ont été appréhendés depuis le mois d'août. Mais la décision des autorités de leur couper les vivres pour les forcer à sortir s'est révélée meurtrière et a mis en lumière les sinistres conditions de vie de ces communautés clandestines. Souvent issus de pays voisins comme le Mozambique ou le Zimbabwe, les Zamazama investissent les mines abandonnées pour y chercher de l'or et restent parfois sous terre pendant des mois. Dépeints comme des criminels par les autorités sud-africaines, ces mineurs clandestins disent simplement vouloir gagner leur vie. Certains demandent aujourd'hui au gouvernement de régulariser leur situation. Ils devraient trouver un moyen pour nous permettre de travailler ici légalement. Je ne veux pas être un criminel. Je ne veux pas devoir voler pour survivre. Malgré la controverse suscitée par l'opération de Stilfontein, les autorités sud-africaines ne semblent pour l'instant pas disposées à changer leur fusil d'épaule et disent vouloir poursuivre les opérations contre l'orpaillage clandestin dans la région. Fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Le Jardinier. Au revoir et bonne soirée sur Viva.